Amara. Dans ce film, nous montrons plusieurs événements qui ont influencé ses idées et ses actions politiques. Son petit frère est décédé plus tard à l'hôpital. Il avait 5 ans. L'épisode a marqué la cité. Pendant longtemps, les relations ont été très tendues entre la police et les gens du quartier. Sa cité a eu, pendant très longtemps, une mauvaise réputation qui influe sur la vie de ses habitants. Il y a beaucoup de discrimination. Très peu de jeunes ont poursuivi des études universitaires parce qu'ils coûtent trop cher. Alors, ils n'ont aucun avenir. L'engagement militant de Fadela est né à 14 ans dans cette situation oppressive après la mort de son frère. Elle vivait dans un système qui renvoyait systématiquement à ses origines sociales et ethniques. Elle a souhaité prouver que malgré nos différences, il était possible de vivre ensemble dans une république laïque et une société pleine et entière. Quand elle avait 16 ans, Amara a fait du porte-à-porte pour obtenir la réhabilitation de son quartier, qui aurait été rasé par la mairie de Clermont-Ferrand. Plus tard, quand elle avait 18 ans, Amara a établi l'association de l'échange intercommunautaire, qui était un des premiers exemples du féminisme islamique. L'association a essayé d'augmenter la liberté et l'autonomie des femmes par des réunions des femmes locales. En 1983, Amara a participé à une manifestation énorme qui a dénoncé le racisme vécu par les enfants des immigrés. Le terme beurre s'applique aux Français nés de familles immigrées d'Afrique du Nord, comme la famille de Amara elle-même. Un des changements les plus influents dans la vie de Fadela s'est produit quand elle est devenue membre de SOS Racisme en 1986, une organisation qui avait « Touche pas à mon pot » comme slogan. Malgré les espoirs de son père, Amara est allée à Paris pour assister au Conseil national de SOS Racisme. Cette organisation lui permettait de se battre contre le racisme et de continuer à lutter pour l'émancipation des femmes. Amara aimait SOS Racisme parce que l'organisation avait beaucoup de diversité ethnique et parce qu'il s'intéressait aux problèmes des femmes, surtout les problèmes dans les quartiers locaux. C'était à cause de SOS Racisme que Fadela est devenue féministe militante. Fadela a continué ses efforts politiques quand elle a établi la Commission des femmes, dont l'objectif principal était d'examiner les demandes des femmes vivant dans les quartiers.
Bonjour madame, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien? Ah bon. J'ai quelques questions pour vous ce soir. Oui. Alors, comment le mouvement féministe Ni pute ni surmis est-il né? Et aussi, qu'est-ce qui a provoqué la marche que vous avez organisée en 2003? Tout ça a commencé avec la mort d'une fille innocente, Swan Benzian. Ah, qui était-elle? Aujourd'hui, le 4 octobre 2002, Swan Benzian a été tué par son petit ami, Jamal Dera. Dera, un cahier du côtier, a enfermé Benzian et son copain, Tony Rucker, a surveillé la porte pour qu'elle ne puisse pas s'échapper. Puis Dera a brûlé Benzian. Elle est morte plus tard à l'hôpital. Dera a été condamné à 25 ans en prison et Rucker a été condamné à 8 ans. Pour les filles comme Swan, il y a seulement deux choix. Être soumise ou être considérée comme des putes. Les hommes comme Jamal Dera considèrent toutes les femmes comme putes, sauf sa mère. Je veux changer ça. Donc, après la mort de Swan, j'ai organisé le mouvement Ni pute ni soumise. Nous avons commencé la marche le 1er février 2003. La marche a commencé à Vitry-sur-Seine, où Benzian a été tué. Les 8 organisateurs voulaient proposer 5 propositions au gouvernement français, comme le site d'écoute pour les femmes et comme la création d'universités des femmes. Le but de ces propositions était d'aider les femmes dans le banlieue et d'améliorer le statut social. La marche était un grand succès. Elle a inspiré la création d'organisations Ni pute ni soumise, qui existent encore d'aider les femmes à gagner ses libertés et ses droits. Cette organisation a créé une possibilité pour les femmes arabes d'exprimer leurs idées et leurs problèmes et de se battre contre la discrimination. Bonjour Madame Amara, je vous remercie de me rencontrer aujourd'hui. Bonjour, c'est avec plaisir que je vous parle ce matin. Je vous félicite de votre nouveau poste comme inspectrice générale des affaires sociales. Oh, merci beaucoup. Alors, je ne veux pas perdre du temps, je commencerai l'interview tout de suite. Je m'intéresse beaucoup à discuter de votre vie comme femme musulmane et activiste pour les droits des femmes sur le burqa. Vous êtes une musulmane pratiquante, mais vous êtes pour l'interdiction de la burqa dans les espaces publics en France. Comment conciliez-vous vos vues religieuses avec votre politique? Oui, je suis musulman pratiquant, mais c'est une affaire privée qui ne m'empêche pas d'être laïque. Je n'ai aucune difficulté à concilier ma religion à ma politique. En réalité, la vaste majorité des musulmans sont contre la burqa. Je n'associe pas du tout la burqa à l'islam. Ce n'est pas un signe religieux, mais un signe visible d'un projet politique totalitariste. Prenez l'inégalité des sexes et l'effacement des femmes en tant que quantité politique, et puis l'effacement des hommes et l'effacement de la démocratie. Alors, la burqa n'a aucune place dans la société française qui est fondée sur la laïcité et la liberté. Vous utilisez le terme burqa, mais voyez-vous une différence entre le port de la burqa et du voile intégral et celui du voile et du foulard? Pas du tout. Je ne fais pas de différence entre les deux. Selon moi, ce n'est pas une question de longueur du tissu. Les deux représentent un projet politique de l'obscurantisme des femmes. La question du voile est très pertinente en ce moment parce que l'interdiction de la burqa dans les espaces publics entre en vigueur cette semaine. Pouvez-vous expliquer votre position sur cette loi par rapport à la loi de 2004 qui a interdit le port du voile dans les écoles publiques? Sans doute, la loi de 2004 sur la laïcité
interdisant les signes religieux dans l'école a sauvé des centaines de filles d'une forme d'oppression. Mais comme pour moi, le voile n'est pas un signe religieux et plutôt un instrument politique qui confisque la liberté des femmes. Je crois que l'interdiction du voile intégral est une façon de combattre l'obscurantisme et l'oppression des femmes et de mettre en avant la dignité de la femme et de respect des valeurs de la République. Comment répondez-vous à quelqu'un qui suggère que l'interdiction de la burqa sépare ce groupe, ceux qui ne sont pas sans burqa, plus de la société? Ah oui, alors selon moi, le voile, c'est la mort sociale des femmes. La mort sociale des femmes, ça veut dire que vous ne verrez jamais ces femmes devenir ni pilote d'avion, ni institutrice, ni médecin, ni rien. Avec la loi, elles vont rester enfermées chez elles, mais qu'elles soient chez elles ou qu'elles soient dehors avec le voile intégral, elles sont déjà inscrites dans la mort sociale. Elles n'existent pas. Malheureusement, nous n'avons pas de temps. Je vous remercie encore d'avoir accepté cette interview. Ah oui, je vous en prie, absolument.